Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, soyez les bienvenus à Télémidi, où l'on commence par Apollo 16. Apollo, Mattingly, Young et Duke, de gauche à droite sur cette photo derrière moi, tous trois entrent maintenant dans la phase de ralentissement. Leur vaisseau spatial se trouve à quelques 150 000 km de notre planète. Il effectuait jusque-là plus de 2 km à la seconde. Il va se rapprocher de la Lune un peu plus lentement maintenant. Tout s'est bien passé, mis à part quelques inquiétudes très limitées dont va nous parler François de Closet. On essaie d'abord de faire le bilan depuis le départ? Oui, d'abord, revoyons en images ce départ impeccable de la Saturn V hier soir. Cette Saturn V dont il faut se souvenir que lorsque von Braun a proposé de la construire, on pensait qu'elle n'était pas réalisable et qui a toujours fonctionné de façon impeccable. Regardez. The engine's now building up to 7.7 million pounds of thrust. We have a launch commit and we have a liftoff. The swing arms moving back. The Saturn V lifting off the alpha pad, building up thrust. We cleared the tower. Un succès de plus à l'actif de cette fusée qui n'a jamais connu de défaillance. C'est un cas assez unique dans les histoires de l'astronautique. Regardez là, c'est probablement la plus grosse fusée qui sera jamais construite de toute l'histoire de l'astronautique. Et puis, vers 10 heures, après que le vaisseau spatial se soit élancé à 40 000 km à l'heure vers la Lune, c'était la phase de restructuration, vous savez, le demi-tour du vaisseau spatial qui vient planter son nez dans ce trou que vous voyez là sur le plafond, si je puis dire, du LEM pour arracher le LEM au 3e étage de la fusée. Vous voyez, d'excellentes qualités et images du point de vue de la qualité, ce qui nous promet bien pour la suite du vol à nous, téléspectateurs. Et c'est alors que l'équipage, Duke en particulier, constatait que certains éléments de protection du LEM semblaient s'effilocher. Regardez bien, vous allez voir la phase de verrouillage là. Voilà, les loquets se sont verrouillés, maintenant le train spatial est formé, c'était donc hier soir vers 10 heures. Et donc une inquiétude, on voyait partir en lambeaux, Duke voyait par son hublot partir en lambeaux des petits éléments de la couche protectrice du LEM, puis il nous montrait la Terre et à nouveau de très belles images. Eux prétendaient distinguer assez bien les continents, nous voyons surtout des nuages. Une image très poétique de la Terre. Oui. Vous parliez du revêtement, c'est ce petit voilà, feuillet de alors papier il que vous faut avez savoir apporté. que tout ce que l'on pose sur la Lune doit être emballé, si vous voulez, dans ce revêtement. Montez-le un peu plus, François, on ne le voit pas là. Vous allez pouvoir voir, vous voyez, ce sont des feuilles aluminisées, comme cela, très minces, avec des fibres de matière synthétique. Et l'on a de nombreuses couches superposées. Pourquoi cela? Eh bien, pour protéger le matériel, à la fois des météorites et de la chaleur. Alors cette nuit, les feuilles s'en allaient une à une? Eh bien, on avait l'impression, les astronautes ont eu l'impression que ce revêtement était attaqué. On a pensé que c'était peut-être un réservoir du LEM qui fuyait. Alors là, ça devenait très grave. En fait, on a regardé, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas, que probablement Duke, en s'approchant avec son vaisseau spatial du LEM, comme vous l'avez vu, avait actionné un peu trop fort ses fusées de contrôle et que c'était ces fusées de contrôle qui avaient un peu fait brûler la garniture et sauter les mailles du LEM. Ce n'est pas très grave, en somme, le vol continue sans histoire. Après tout, il y a Young aux commandes et Young a déjà fait 3 vols dans l'espace qui se sont tous passés de façon impeccable. Espérons, on ne dit pas jamais 304, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, il faut commencer. L'espace, c'est un nouveau domaine. Merci François. En France, l'événement du mois, c'est le référendum. Vous vous en doutiez, eh bien, un sondage effectué par la Sofres pour le compte du Figaro établit que pour 37% des Français, la consultation du 23 avril est le fait le plus chargé de conséquences de la période en cours, suivi pour 23% des Français par les mesures prises par le gouvernement en faveur des petits commerçants et artisans tout récemment. Le référendum, donc, la campagne à la télévision va vous permettre d'entendre ce soir pendant 6 minutes à 20h30 M. Mitterrand pour le Parti socialiste, puis pendant 10 minutes pour la majorité, M. Giscard d'Estaing et un invité, M. Henri Ziegler, président de Sud Aviation. Notons une réponse de Jacques Chaban-Delmas, Premier ministre, à M. Debatisse, président de la FNSEA, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles. Aux questions posées par M. Debatisse avant de se prononcer sur la réponse à donner au référendum, le Premier ministre précise « La France n'admettra pas que la politique agricole européenne puisse être remise en question, et cela, quelles que soient les pressions américaines ». Dans le monde,
la reprise des bombardements du Nord-Vietnam décidée par Richard Nixon, un pari, un risque calculé pour le président des États-Unis. On ne connaît pas encore toutes les conséquences de cette nouvelle escalade au Vietnam, leurs conséquences notamment sur les 2 prochains rendez-vous de M. Nixon avec les dirigeants soviétiques à Moscou même le mois prochain et avec l'opinion publique américaine pour le rendez-vous électoral de cet automne. Maurice Werther, voyons d'abord dans le monde communiste quelles sont les réactions jusque-là. La réaction la plus intéressante, comme vous l'avez dit, est celle de Moscou, puisque le président Nixon doit en principe se rendre à Moscou dans à peine plus d'1 mois. Or, le gouvernement soviétique a fait tenir dès hier soir une note de protestation à l'ambassadeur des États-Unis à Moscou. On ne sait pas encore ce qu'il y a dans cette note, mais on peut s'en faire une idée en lisant la Pravda de ce matin, qui écrit que le gouvernement américain joue avec le feu. De même, l'agence officieuse TASS a publié une déclaration attribuée aux cercles responsables, aux cercles officiels soviétiques, qui disent que le peuple soviétique condamne avec colère les bombardements américains et surtout note que les Américains sont en train de compliquer la situation internationale. C'est probablement une allusion justement au projet de voyage de M. Nixon à Moscou. Projet de voyage qui risque d'être compromis. En revanche, on note bien qu'à Moscou, on ne parle nullement du bateau soviétique qui a été touché par les bombes dans le port d'Haiphong, ni des marins soviétiques qui ont été blessés. Une réaction donc encore freinée, encore mesurée, peut-on dire. Du côté du Nord-Vietnam? Eh bien, du côté du Nord-Vietnam, ce qu'il y a de particulier, c'est que le chef de la délégation du Nord-Vietnam à la conférence de Paris tenait en fin de matinée une conférence de presse à Paris. Mais il est à noter qu'au cours de cette conférence de presse, on a un peu l'impression qu'il est revenu en arrière, car hier soir, sa délégation publiait une déclaration qui dénonçait les bombardements d'Haiphong et d'Hanoï comme des actes de guerre démentiels, qui parlaient de barbarie et d'hypocrisie américaine. En plus et surtout, les Nord-Vietnamiens menaçaient de ne plus vouloir, eux non plus, participer à la conférence de Paris que les Américains boudent depuis près de 3 semaines. Alors on a l'impression que ce matin, M. Xuan Thuy est un peu revenu en arrière. Il s'est contenté d'affirmer qu'il fallait absolument que les bombardements du Nord-Vietnam cessent pour que la conférence de Paris puisse reprendre et au besoin même pour que les contacts secrets entre Américains et Nord-Vietnamiens puissent reprendre comme du temps de M. Kissinger, lorsque M. Kissinger était à Paris. Mais la condition, c'est bien la cessation de l'escalade. Cessation de l'escalade, bien entendu. Côté américain, quelles sont les réactions? Du côté américain, il n'y a guère que l'opposition démocrate qui se soit fait entendre par la voix des candidats à la Maison-Blanche, M. McGovern, M. Humphrey, sans compter le sénateur Edward Kennedy. Mais la question qu'on se pose et qui n'a pas encore de réponse, c'est de savoir si le président Nixon n'a pas pris un trop grand risque d'ordre politique en ordonnant la reprise des bombardements du Nord et l'escalade de ces bombardements, un trop grand risque politique qui, si les choses tournent mal, pourrait lui causer de grandes difficultés au mois de novembre, au moment de l'élection présidentielle, mais nous ne sommes pas encore là. Sur le terrain, la guerre aérienne s'intensifie. Mais le soutien de l'aviation américaine pourra-t-il éviter une défaite des troupes sud-vietnamiennes? 537 sorties de bombardiers américains et sud-vietnamiens ont été en tout cas enregistrées lors des dernières 24 heures. Et puis ce que l'on note aussi, c'est que cette aviation a fort à faire. L'une des caractéristiques de la campagne en cours, c'est l'efficacité de la défense aérienne nord-vietnamienne. Les envoyés spéciaux de la presse occidentale ont été admis à se rendre à Haiphong tout de suite après le bombardement et même pendant que la ville était bombardée. Ils rapportent les dégâts causés aux objectifs portuaires et témoignent aussi du fait que les victimes civiles sont nombreuses. Au sud, des images reçues de la périphérie de Saigon, enfin la grande périphérie, à 70-80 km de la capitale. Gérard Sebag les commente. Des milliers de réfugiés sud-vietnamiens encombrent toujours la Nationale 13, la route qui relie An Loc à Saigon. Dans cet exode, pris souvent entre 2 feux, celui des Nord-Vietnamiens et celui des Sud-Vietnamiens, sans oublier les bombardements aériens des forces américaines, ils essaient avec peine de sortir de l'enfer des combats et de mettre à l'abri leur vie et leurs maigres biens. Dans l'autre sens, les renforts envoyés par Saigon montent vers le front. Un front mouvant où les communiqués de victoire des 2 camps sont souvent contradictoires. La ville d'An Loc, ce verrou important qui défend Saigon, est-elle, oui ou non, tombée entre les mains des Nord-Vietnamiens? Il semble en fait que les combats font toujours rage. La ville a été en partie occupée par les Nord-Vietnamiens et les maquisards du FNL, mais les rangers sud-vietnamiens continuent de résister et ont même lancé avec succès plusieurs contre-attaques
aidés par des hélicoptères Cobra qui ont une formidable puissance de feu et l'aviation américaine. Fait nouveau dans cette bataille d'Unlock, la présence de chars soviétiques amphibies T-76, plus maniables que les lourds T-54 et très utiles dans ces combats de rizière. Une dernière minute reçue d'Amérique latine, de la capitale de l'Uruguay, Montevideo. 8 membres d'un club, d'un groupe communiste ont été tués ce matin dans la banlieue de la capitale lors d'un contrôle de police. Se prévalant de l'état de guerre interne, les policiers ont voulu pénétrer dans les locaux de ce club et ils ont ouvert le feu parce qu'on leur refusait l'entrée. Je le répète, 8 morts chez les communistes et 3 blessés chez les policiers. Piraterie aérienne. Le DC-9 Gênes-Rome de la compagnie helvétique Swissair a été l'objet de la tentative d'un déséquilibré ce matin. Un Italien qui voulait voir le pape et s'entretenir à tout prix avec l'ambassadeur des États-Unis à Rome. Il menaçait de faire sauter l'appareil. Il a réussi à faire poser le DC-9 sur l'aérodrome secondaire de Rome, c'est-à-dire Ciampino, alors qu'on attendait l'appareil à Fiumicino, l'aérodrome numéro 1. L'inspecteur de police s'est approché de l'appareil après que celui-ci ait été posé. Il s'est fait passer pour l'ambassadeur des États-Unis. Il a réussi à entrer en conversation avec le pirate et à lui subtiliser une boîte que tenait ce dernier. Cette boîte, c'était, pensait-on, l'explosif. Eh bien non, c'était tout simplement une boîte de cigares. Maione, c'est le nom de ce pirate de l'air italien, est maintenant en observation dans une clinique neuropsychiatrique. Aucune conséquence pour l'équipage et pour les passagers de l'appareil, sinon 1h30 de retard. C'est aujourd'hui lundi que Roger Delouette, ancien collaborateur des services secrets français, accusé d'avoir introduit aux États-Unis pour plus de 12 millions d'héroïne, c'est aujourd'hui donc que Delouette connaîtra la peine qui va le frapper pour ce délit de transport de drogue. Le tribunal fédéral de Newark devrait être indulgent. En effet, la loi américaine tient compte de la bonne volonté manifestée par les accusés et l'on dit que Delouette a été pleinement coopératif avec les autorités américaines pour essayer de remonter cette filière de passage de la drogue. En France, dans l'affaire de Béthune, le meurtre de la jeune Brigitte Devèvre, audition ce jour du notaire accusé, maître Pierre Leroy, et de sa fiancée Monique Mayer. L'audition de Monique Mayer a eu lieu ce matin, elle a duré 1h30, c'est-à-dire un peu plus que prévu, mais rien n'en a filtré jusque-là. Les villes qui grandissent et la pollution. Qui grandit? La Défense, le nouveau quartier des affaires de Paris. Les businessmen, les promoteurs, les urbanistes ont eu raison de ce vieil immeuble qui, on ne le dirait pas, est une caserne. Je peux dire était une caserne, car les gendarmes mobiles quittent cet immeuble, on le détruit. Les casernes de la garde républicaine auront tenu 14 ans. Cernées de toutes parts par le Paris de l'an 2000, les casernes ont cédé sous la pioche des démolisseurs. Dernier vestige de ce courbevoie d'avant-guerre, ces beaux immeubles de briques rouges consacrent en disparaissant le renouveau de la Défense. La Défense, un vieux projet. Le nôtre et Colbert y ont travaillé. Et depuis 1912, Paris rêvait de s'unir à Saint-Germain par le truchement d'une voie triomphale, prolongement naturel et prestigieux des Champs-Élysées. 14 ans après le premier coup de pioche, la Défense prend définitivement tournure pour la zone A du monde. 125 hectares, 22 tours de 25 étages, 800 000 mètres carrés de bureaux, un gratte-ciel de 220 mètres d'altitude à partir du 25e étage. La hauteur peut devenir altitude. Le CNIT, palais des expositions, demeuré sans nom, des milliers de places de parking, 5000 logements, piétons et automobilistes définitivement séparés. La Défense, un quartier où l'on pourrait mieux vivre. Colbert et le nôtre pensaient sans doute déjà la même chose. J'ajouterais à ce que disait à l'instant Jean-Paul Sauté que c'est sans doute par le principe des vases communicants que les militaires quittant les villes essaient de s'installer plus à la campagne, l'affaire du camp du Larzac, mais nous n'en reparlerons pas aujourd'hui, il n'y a pas d'élément nouveau d'ailleurs dans cette affaire. Pollution, alerte aux produits chimiques dans l'estuaire de la Gironde. Le chargement d'un cargo allemand donnait quelques inquiétudes depuis vendredi, mais tout danger semble maintenant écarté. Reportage de Poitiers, notre station. 33 kg de tétraméthyle, 20 kg de iméthyléthalmène inflammable, 39 tonnes de mioxidie et 8 tonnes de PPG polyol. Voilà la cargaison toxique que transportait le Marie Jada, un caboteur allemand, lorsqu'il a fait naufrage dans l'estuaire de la Gironde jeudi dernier. 2 de ces produits sont assez dangereux, surtout le mioxidie, un corrosif toxique irritant, qui peut provoquer des brûlures aux yeux et qui réagit à l'eau. Il est également très dangereux de le respirer. Actuellement, seule manifestation visible de cette pollution, du molding power, une matière plastique et granulée sans danger qui est venue s'échouer sur la plage. Le service des affaires maritimes de La Rochelle estime qu'il n'y a aucun danger de pollution et les fûts de produits toxiques sont activement recherchés par hélicoptère.
et au cas où ils s'éventreraient contre des rochers, ils auraient vite fait de se diluer dans la mer. Le temps de cette mi-avril, nuageux encore cet après-midi, nuageux et frais, avec tout de même des éclaircies près des côtes atlantiques et de la Méditerranée, avec aussi des averses en montagne et en Corse, avec encore une possibilité de neige à basse altitude, puisqu'on parle de 600-700 mètres pour certaines régions, bien sûr. Ce sont des prévisions synthétiques pour l'ensemble de la France. Un printemps difficile à venir, difficile à mûrir. Les sports maintenant avec Patrick Chapuis, à commencer par le retour du grand Walter dans l'équipe de France de rugby à 15 qui va rencontrer l'Irlande. Oui, absolument. Je reçois à l'instant cette formation de l'équipe de France de rugby. Le 29 avril donc contre l'Irlande à Dublin. Walter Spanghero-Range, je pense que beaucoup seront contents de cette nouvelle. C'est d'ailleurs une équipe qui est assez renouvelée puisque Béraud notamment est mis sur la touche, il est remplacé par Marot en demi d'ouverture. Doga n'est plus là. Ah, le capitaine est sorti aussi. Exactement. C'est une équipe qui est relativement expérimentale, si vous voulez, puisque, étant donné que le tournoi, du fait des matchs qui avaient été annulés à cause des événements irlandais, ne trouvera pas de conclusion cette année définitive, je pense que les sélectionneurs en profitent donc pour faire une expérience. À part ça, on revient un petit peu sur le week-end sportif. Le cyclisme, c'était Paris-Roubaix, et les Belges ont été maîtres dans Paris-Roubaix avec la victoire d'un Belge. C'est pas Merckx cette fois-ci. Non, ça n'est pas Merckx, mais je pense que ce sera un adversaire très sérieux pour Merckx. Il s'agit de Roger de Vlaminck, qui est un garçon qui a à peine 25 ans et qui, depuis le début de la saison, a déjà remporté 7 victoires. Il avait été révélé dans une spécialité qui demande beaucoup d'efforts, puisqu'il avait été champion du monde de cyclocross avant de se consacrer à la route. Le premier français, eh bien, une fois de plus, c'est Raymond Poulidor. Oui, mais il est combien? Il est 10e. Ah là là. Oui, mais il en profitait du même coup pour fêter son 36e anniversaire. Non, je ne dis pas ah là là pour Poulidor, c'est très bien, mais pas de Français dans les 9 premiers sur Paris-Roubaix. D'autant plus qu'il y avait 6 Belges dans les 7 premiers. Le football, première étape des quarts de finale. Oui, et puis cette semaine, 4 matchs qui seront les matchs retour, qui seront des matchs assez intéressants. On peut considérer que Bastia et Marseille sont d'ores et déjà qualifiés, aux dépens d'Avignon et de Nice. D'autre part, Reims est assez bien placé après avoir battu Nancy 2-0. Et Lens est en bonne position après sa victoire sur le Red Star. Les matchs retour ont lieu mercredi soir. Mercredi soir tous les 4. Oui. Donc mercredi tard, à Télé Nuit, on sera fixé sur ceux qui disputeront l'étape suivante. Sinon, qu'est-ce qu'il y a encore comme sport? Il y a l'affaire Keita dont on parle toujours. Ah, Keita, oui, ça recommence entre Marseille et Saint-Etienne. Exactement, c'est un petit peu la même histoire que l'an dernier. Cette seule différence, c'est que cette fois, officiellement, on a le droit de procéder à des transferts depuis le 14 avril. Ce n'est donc pas un contact secret comme auparavant. Keita est à Saint-Etienne, il est possible qu'il joue à Marseille la saison prochaine. On ne sait pas encore ce qui va se passer. En fait, Keita va vraisemblablement racheter son contrat, car il est sous contrat jusqu'en 73 avec Saint-Etienne. Ensuite, il ira au plus offrant, sans doute, peut-être Marseille, peut-être également Feyenoord de Rotterdam, qui est sur les rangs. C'est possible ça pour un joueur de racheter son contrat? C'est possible, oui. Ce ne sont pas tout à fait des esclaves, les joueurs, ils peuvent quand même... Ah non. On va encore parler de bataille de dirigeants. Et entre l'OM et Saint-Etienne, c'est assez bizarre. Exactement. Chaque saison, ça recommence. Nous avons un petit sujet sur le hockey sur glace. Je ne sais pas si c'est très de saison. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tout de même de saison parce que les championnats du monde de hockey sur glace ont lieu actuellement à Prague. À Prague, où l'URSS et la Tchécoslovaquie sont les deux meilleures équipes actuelles. Vous pourrez d'ailleurs suivre ce soir un match intéressant entre la Tchécoslovaquie et la Suède à 22h50 sur la première chaîne. Dans ce championnat du monde qui est réservé aux équipes du groupe A, il n'y a pas de Français. La France est absente. Pourtant, eh bien, on patine tout de même beaucoup en France, puisque j'ai un chiffre intéressant. Il y a 74 patinoires en France, alors qu'il y a 10 ans, il n'y en avait que 5, dont 3 à Paris. 10 000 licenciés à la Fédération française des sports de glace, 10 000, dont 3 900 qui jouent au hockey sur glace. Vous allez voir dans ce reportage qu'on commence d'ailleurs à jouer très jeune, mais il y a tout de même un petit problème de matériel, car le matériel est très coûteux. C'est un reportage de Jean-Claude Buguin. L'équipe de France ne participe pas au championnat du monde car elle ne figure pas dans le groupe A, le groupe réservé à l'élite du hockey sur glace. Qualifiés pour les Jeux Olympiques de Sapporo, tout comme d'autres nations de moindre valeur, les Français ont déclaré forfait car ils risquaient de lourdes défaites face aux Tchèques, aux Soviétiques ou aux Suédois. Après une éclipse d'une vingtaine d'années, les Français ont redécouvert le hockey sur glace aux Jeux Olympiques de Grenoble. Pour moi, le hockey sur glace est le sport du XXe siècle. Pour quelle raison? Eh bien, le hockey sur glace allie la vitesse
la couleur, je crois que la vitesse et la couleur sont des éléments qui plaisent énormément à notre époque. À Charenton, Philippe Lacarrière entraîne une centaine d'enfants âgés de 4 à 12 ans. En France, ils sont 800 garçons à manier ainsi la crosse. Quand j'étais petit, j'ai vu ça à la télévision, alors j'ai essayé, puis maintenant je me débrouille assez bien. C'est un jeu viril, dangereux et j'aime ça. Parce que je trouve que c'est un sport qui me développe. Oui. Ouais, j'aime bien ce qui est brut, c'est ça. Tu es déjà allé au Canada? Non, j'étais trop jeune. Tu aimerais bien aller au Canada? Oui. Pourquoi? Parce que les Canadiens sont plus forts que nous et ça nous apprend beaucoup plus. Chaque année, M. Lacarrière emmène une équipe de poussins au Canada, cette terre promise des hockeyeurs. La grande récompense, serrer la main du plus célèbre joueur du monde, Bobby Orr, qui, à 23 ans, gagne 800 000 francs par an. Dans quelques années, les élèves de M. Lacarrière découvriront également que les jolies filles ne sont pas insensibles à la tenue du hockeyeur. Beaucoup de vitesse, de la couleur, un zeste de violence, c'est le cocktail miracle du sport de l'an 2000. Pourtant, en France, ils ne sont que 3900 à jouer au hockey. Comme bien souvent, le frein de l'enthousiasme, c'est le prix de l'équipement. Bien, le prix d'un équipement complet pour un enfant de 10 ans, comme celui que vous voyez ici, coûte environ 300 francs, tout compris. Le casque vaut environ 25 à 30 francs, les gants 30 à 40 francs, la crosse vaut 20 francs. Quant aux patins, à cet âge, on doit trouver une paire de patins à 90 ou 100 francs à peu près. Quel est le prix d'inscription dans un club? Bien, à l'école de hockey des Français volants à Charenton, nous avons un prix d'inscription, tout compris, qui est de 150 francs par an. Mais je crois parfois c'est plus cher peut-être. Oui, dans certains clubs c'est un peu plus cher. Je pense que la fourchette des prix est entre 50 et 200 francs suivant la localité, suivant le club. Alors 250 francs de prix pour l'équipement, 200 francs d'inscription dans un club, c'est beaucoup pour pratiquer un sport. Oui, cela paraît effectivement beaucoup. De 400 francs au total, cela paraît beaucoup. En fait, seule l'inscription est vraiment le budget le plus important, car dans la plupart des clubs, les équipements, surtout pour les débutants, sont entièrement traités. De toute façon, pour un très jeune enfant, celui-ci est déjà très bien équipé, mais en fait, lorsqu'il débute, lorsqu'il commence, ils n'ont pas besoin d'un équipement très complet. Seul le casque, pratiquement, évidemment, les patins et la crosse suffisent. Alors comment le hockey sur glace pourrait-il devenir un sport plus à la portée des jeunes? Eh bien, écoutez, plus à la portée des jeunes, on vient de parler d'argent, bien sûr. Ce n'est pas tellement une question d'argent, c'est déjà une question d'équipement. C'est plutôt une question de nombre d'heures de glace à la disposition des jeunes. Et je crois que ce sont plus particulièrement les municipalités qui doivent essayer de comprendre et d'aimer le hockey sur glace pour justement leur permettre à énormément de jeunes de pratiquer, et ceci en payant des heures de glace, ce qui est une chose importante. La glace coûte assez cher, et en payant également, en essayant de faire venir par exemple des entraîneurs étrangers, et c'est aussi le grand problème du hockey, ce sont les entraîneurs. Nous manquons beaucoup d'encadrement en France. En France, le hockey sur glace a retrouvé un public et des pratiquants. Il serait dommage que, faute d'entraîneurs et pour des raisons financières, il ne puisse se développer. J'ai un rectificatif à vous présenter à propos des orateurs qui prendront part ce soir à 20h30 sur les 2 chaînes de télévision simultanément à la campagne officielle pour le référendum. Il s'agit dans l'ordre, et à commencer par la majorité, de M. Cointat, ministre de l'Agriculture, Arthur Comte, puis M. Pierre Ablin, puis M. Jean-Jacques Servan-Schreiber. Donc 20h30 ce soir, dans cet ordre de succession. M. Cointat, Comte, Ablin, Servan-Schreiber. Nous allons maintenant à la bourse. La bourse de Paris, début de semaine, est-ce que la tendance est toujours à l'optimisme? Gérard Vidalanche? Une tendance tout de même plus réservée. Vous savez qu'on a accompli un très grand chemin à la Bourse de Paris, une hausse tout de même qui a atteint 22%
depuis le début de l'année et qui s'est surtout précipité en mars et depuis le début du mois d'avril, avec, il est vrai, des transactions très très élevées, puisque en moyenne, ces transactions dépassent 250 millions. Aujourd'hui, on attendait bien sûr des réactions sur le marché de l'or à la suite des bombardements sur Hanoï et sur Haiphong. Eh bien, le lingot est à 7877 contre 7830 vendredi, soit tout de même un bond de 47 francs. Le Napoléon a inscrit plusieurs cours, 61,60 comme vous l'avez vu, mais on avait inscrit un cours de 61,70, donc finalement une hausse de 20 centimes, avec un marché qui n'a pas, si vous voulez, enregistré des inquiétudes très prononcées. Sur les valeurs françaises, il y a des baisses, c'est évident. Vous voyez que le Suez a fléchi, Citroën très légèrement, mais ce sont surtout les grandes valeurs chimiques qui avaient été favorisées jusqu'à présent qui cèdent un peu de terrain, comme l'Air Liquide, 410, Rhône-Poulenc est un peu plus ferme. Mais vous voyez que tout de même, en séance, il y a quelques reprises de cours, ce qui semble bien que le marché reste très animé, qu'il y a toujours un courant d'ordre aussi bien la clientèle française que des grands investisseurs étrangers, anglais, allemands et même suisses. Revenons à la corbeille. Michelin, par exemple, est une valeur en hausse aujourd'hui. La Thomson est en baisse. Française des pétroles, même mouvement, vous voyez, une légère amélioration en séance. On a parlé de la Philips. En effet, il y a eu une réunion d'information à Paris vendredi dernier, et les dirigeants qui, bien entendu, ont constaté qu'après 2 années difficiles, eh bien, le groupe aujourd'hui se présentait tout de même dans de meilleures conditions. On s'attend notamment à une amélioration de la rentabilité qui était tombée à moins de 3% du chiffre d'affaires, et on s'attend à ce que cette rentabilité passe à 4%. Une précision intéressante, 10% du capital de la Philips est actuellement détenu par des Français, les Hollandais détenant 45%, et ce qui est assez significatif, c'est la participation américaine qui était montée jusqu'à 35% et qui est revenue maintenant à 11%. Carrefour, encore en hausse à l'ouverture, on est un peu plus sage ensuite, 3035. Bien entendu, on suit attentivement le projet de la surtaxation des grandes surfaces. Vous savez, c'est une taxe nouvelle qui est destinée à financer le pécule des commerçants âgés et qui sera financée en très grande partie, d'après un article ce matin dans notre confrère Les Échos, à concurrence de 75% par ces grands magasins, hypermarchés, supermarchés. D'après le gouvernement, tout de même, cette taxe représenterait 150 millions. Répartition d'actions gratuites, oui, c'est ce qui soutient actuellement le marché avec les majorations de dividendes. Vous voyez que de très grandes sociétés vont distribuer à leurs actionnaires des actions nouvelles dans des proportions variables, mais très souvent une action nouvelle pour 5 anciennes ou pour 6 anciennes, comme c'est le cas par exemple pour Carrefour. Esso Standard est en légère baisse aujourd'hui. Vous voyez que Galeries Lafayette également, Perrier, des titres qui avaient été très en vue jusqu'à présent. Mais il y a tout de même encore des gains comme Moulinex, 1775 et même 1782, une société qui va distribuer des actions gratuites. Dans l'alimentation, la Générale Alimentaire aura 2 gros actionnaires, la Compagnie du Nord à concurrence de 20%, et un autre groupe, la Générale Occidentale, par l'intermédiaire d'une filiale anglaise, la Cavenham Foods. On peut dire que la Générale Alimentaire, qui était une affaire familiale pendant très longtemps, qui a servi de pivot de regroupement dans l'industrie de l'alimentation, eh bien maintenant va être en quelque sorte à l'échelle européenne à la suite de cette coopération avec des capitaux anglais. L'Oréal, encore en hausse, 2105, alors que la compagnie bancaire doit faire l'objet de prise de bénéfices, 806, et Roussel-Uclaf, qui avait baissé à l'ouverture, se redresse ensuite après le décès du président Jean-Claude Roussel, la société Roussel-Uclaf. La société aujourd'hui doit faire face à des problèmes de restructuration. Donc une bourse encore animée, en légère baisse sur les valeurs françaises, avec une hausse de l'or. À vous, Jean Lanzy. Merci, c'était les cours du 17 avril, ce 17 avril où l'on fête les Étienne Harding, Étienne, trait d'union, Harding, et je ne crois pas me tromper en disant qu'ils sont assez peu nombreux en France. Les Étienne tout court sont fêtés le 26 décembre, mais je ne crois pas me tromper en disant aussi que la plupart des Étienne se glissent aussi dans le calendrier le 17 avril, une occasion de fête, il ne faut pas la laisser passer.
Enfin, souvenons-nous tout de même, avec plus ou moins de précision, de l'épopée de Étienne Harding, moine d'origine anglaise, l'un des fondateurs de l'abbaye de Cîteaux, de ce côté-ci de la Manche. Il avait été bien accueilli, mieux semble-t-il que les syndicalistes britanniques dont on vous parlait à Télésoir hier et qui, voulant manifester à Calais, n'ont pas pu le faire. Je n'y reviens pas, c'était les nouvelles d'hier. Quant aux nouvelles de ce midi, elles sont aussi terminées.